Voilà, bienvenue à tout le monde. Cette soirée que l'on fait en collaboration avec la Société des cultures asiatiques est consacrée à Sébastien Baud, donc qui nous a sorti un très beau livre sur les chamans. Donc, on va lui laisser dans un premier temps la parole pour nous expliquer je pense son qu'il faut que approche je des livres. l'introduise. Il faut que je l'introduise. Et en effet, Yvonne de Sick va vous l'introduire. Et ensuite, nous allons, après son exposé, lui poser des questions. Et Yvonne lui posera éventuellement fera le point sur les commentaires qu'il a fait. Alors, voilà en fait le livre en question. Qui est très intéressant. Et donc, Yvonne, je vous laisse la parole. Voilà. Bonsoir à tous. Vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Voilà, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir, surtout parce qu'il y a question de présenter Sébastien Baud, que je connais depuis plusieurs années. Donc, d'abord, j'ai lu ses livres et j'ai reconnu les qualités d'un chercheur attentif, intuitif et à une belle écriture qui souvent permet d'aller un peu plus loin dans l'interprétation. Je pense que vous pouvez consulter le site de Sébastien Baud, qui est très explicatif sur son œuvre. Moi, je voudrais juste parler de ses qualités humaines. C'est quelqu'un qui s'adonne à son métier. Il n'appartient pas dans les grands complexes universitaires parisiennes. Il a travaillé à Strasbourg, il a travaillé en Suisse. Mais ce qui le caractérise surtout, c'est son ouverture. Il est en plus un excellent éditeur. Sébastien a rassemblé plusieurs travaux. Il en a publié plusieurs livres sous sa direction. Et c'est justement cette ouverture qui lui a permis d'avoir un aspect plus ouvert et plus attentif au chamanisme universel. Et c'est ça qu'il exprime dans ses derniers livres. Entreprise qui n'est pas facile, parce que parler du chamanisme à travers le monde, c'est un gag, c'est aussi une entreprise difficile, tellement il est multiple et tellement il est différent d'une région à l'autre, mais qui se rejoignent et qui se retrouvent dans les qualités du chaman d'abord et dans les pratiques en soi par la suite. Je pense que Sébastien a mieux placé que moi de parler de son livre et surtout de vous donner un aspect tout neuf et un aspect pas polémique sur le chamanisme. Et ça, c'est une des grandes qualités de Sébastien, d'être toujours attentif, d'être toujours dans la réunion plutôt que dans la bataille. Voilà, merci Sébastien, et nous sommes attentifs à ton discours. Merci Yvonne pour cette belle présentation. Merci également à François et Adrien de m'avoir invité à prendre la parole ce soir. Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais commencer par me présenter mes travaux, comme je travaille du côté de l'Amérique du Sud, donc bien loin de l'Himalaya. Et je vais tenter, dans le début de cette présentation, je vais tenter de vous montrer quelques photos, en fait, pour illustrer mon terrain, en fait, pour donner une image, en fait, des lieux plutôt, où je travaille. Alors, si vous le voulez bien, je vais m'enlever quelques minutes. J'espère que ça va fonctionner. Vous me le confirmerez, s'il vous plaît. Petite manipulation. Alors, je vais le lancer. Alors, donc pour me présenter, je suis ethnologue de formation. Je suis rattaché à l'Institut français, à l'Institut d'études andines, français d'études andines, à Lima, et à l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel. Alors, mes terrains de recherche se situent principalement au Pérou, dans les Andes centrales et dans le piémont amazonien. Et aujourd'hui, pour être plus précis, je travaille avec les populations quechua-phones de la région de Cusco, en milieu urbain comme au sein de communautés paysannes, donc un terme juridique par lequel sont définis les collectifs autochtones andins. Et je travaille avec les Aguarún, donc qui parlent une langue jibaro, et qui sont regroupés au sein de communautés autochtones, cette fois, établies sur le Haut Marañón et ses affluents, donc en Amazonie. Mes thématiques de recherche portent sur les pratiques de gestion de l'aléatoire, les pratiques de construction de la personne, les mobilités contemporaines et les processus de légitimation, je dirais, symbolique et sémantique, dont savoir et pratique font l'objet. Alors, bien sûr, les cadres varient. Par exemple, dans une communauté paysanne dans les Andes, je travaillerai sur les pratiques pastorales.
À Cusco, je travaille davantage sur ce que j'appelle, des communautés d'intérêt, qui sont centrées autour d'un chaman et de la possibilité qu'il offre d'un accès à l'intentionnalité des non-humains locaux, Pachamama et Apu, donc terre habitée et montagne. En Amazonie, ces thématiques de recherche incluent d'une part les intoxications rituelles, donc l'usage de plantes psychotropes, d'autre part les droits autochtones et les problématiques environnementales au sein d'une société, donc les Aguarún, qui témoignent de processus transformationnels importants, parfois violents. Et les pratiques chamaniques dans ce cadre-là ne sont pas épargnées. Alors, dans mes articles, je parle d'un chamanisme aguarún, d'un chamanisme nord-péruvien, on avait quelques photos, d'un chamanisme andin, comme on peut le voir actuellement. Et cette pluralité apparaît aussi dans le titre du livre que j'ai écrit récemment, bien que dans le texte de celui-ci, j'emploie le terme au singulier. Alors, un singulier qui, selon moi, est dans l'air du temps. Dans les nouvelles spiritualités, telles qu'on peut les rencontrer aujourd'hui, on pratique le chamanisme auprès d'un ancien... Oui, Yvonne? Non. Ça a commencé, hein? Oui, ça a commencé, oui. Je poursuis. Donc, quand vous appuyez sur... Il faut que Marielle Luther éteigne son micro. Muriel, il faut éteindre le micro. Je viens de vous envoyer cet après-midi HTTP, Zoom, US, etc. Je vous l'ai envoyé tout à l'heure. Regardez votre messagerie. D'accord. Donc, dans les nouvelles spiritualités, je disais, on pratique le chamanisme auprès d'un enseignant pour expérimenter un état modifié de conscience dans le rituel et une manière d'être vivant en harmonie avec le monde dans le quotidien. Alors, cet enseignant sera formé auprès de chamans différents, un Sioux Lakota par exemple, un Shipibo en Amazonie, un autre chaman en Mongolie, un autre issu de l'école Arner par exemple. En cela, ce n'est pas très différent des chamans d'Amazonie, mais à une autre échelle, bien sûr. Alors, un singulier qui, s'il ne peut et ne doit, je dirais, faire oublier la diversité des pratiques et des représentations associées, dit aussi un commun. Sans que cela ait été pour moi, dans l'écriture de ce livre, moi qui suis ethnologue, je dirais une évidence, bien au contraire. Donc, dans ce travail d'écriture, je suis parti de ce que je connaissais, de ce que je vous montre actuellement, de ce que je connais assez bien, je dirais, mes terrains. Un singulier, pour reprendre l'expression de François Laplantine, qui nous ouvre à l'universel. Alors, dans ce livre, pour parler de celui-ci, j'ai abordé le chamanisme dans ses formes traditionnelles ou idéales, si vous préférez, et dans ses formes contemporaines, des pratiques bricolées, pour reprendre cette fois le terme de Roger Bastide. Loin d'une analyse en termes d'authenticité ou encore d'inauthenticité, j'ai donc abordé le chamanisme dans les rencontres, au travers des dynamiques d'emprunt et de circulation des savoirs. Je parlerai donc, ou j'ai parlé dans ce livre, de société à chaman et non de société chamanique. Le chamanisme étant pour moi un ensemble de pratiques et non de croyances. Pour reprendre cette fois-ci Evelyn Lotfalk, se dire chaman ne signifie pas professer certaines croyances, comme le fait le prêtre d'une religion par exemple, une religion institutionnelle et séculière, mais témoigner d'un mode d'action. À ce sujet, je parlerai plus volontiers de société animiste, qui témoigne, pour citer Tim Ingold, d'une manière d'être vivant et ouvert à un monde toujours en naissance continue. Alors, il me reste une photo, celle-ci, et je vais rebasculer, alors si j'y arrive, en plein format. Voilà. Alors, dans cette logique, le chamanisme, pour poser une première définition, est à la fois prophylaxie et réparation du désordre. J'emprunte l'expression
à la fois à Bertrand L. et Éric Navet, sans savoir lequel est à l'origine précisément de cette expression-là. C'est-à-dire qu'il est un ensemble de pratiques de préservation d'équilibre fragile, constamment menacé, en accord avec cette idée de société animiste. Un ensemble de pratiques de gestion de l'aléatoire, pour reprendre l'expression de Robert Tamayan. À partir de cette définition, ce que j'appelle le devenir chaman, donc, qui est la thèse centrale du livre, ce que j'appelle le devenir chaman donc, est un encours d'une métamorphose jamais complète, sauf le temps d'obtenir satisfaction par un acte de guérison, par exemple, ou de rééquilibre du monde. C'est un processus, selon moi, de construction de soi en tant que chaman, ou plutôt de co-construction de la personne, devrais-je dire, puisqu'il est le fait et de la personne et du collectif qui est le dit chaman, et si je prends au sérieux la parole de mes interlocuteurs, la parole de la personne, donc des esprits. Une construction, en d'autres termes, pour le dire autrement, donc, qui amène la personne à adopter l'idée qu'il puisse y avoir de l'altérité en elle-même, avec une implication forte. Au contraire des maladies ordinaires, entre guillemets, si vous voulez, des maladies à poison, par exemple, qui nécessitent de connaître le remède, donc l'antidote, si on parle de poison, et donc de faire appel à un guérisseur qui connaît les plantes médicinales, de faire appel à un docteur en biomédecine, par exemple, les maladies produites par les intentions non humaines, celles portées par des existants non humains, par exemple la dévoration de la vitalité, le rapt de l'esprit, ou bien la captation et l'induction d'un devenir autre, mais également les attentions d'autres humains, comme les sorciers par exemple, eh bien, l'ensemble de ce type de maladie, de ce groupe de maladies, nécessite l'intervention du chaman, de celui qui, selon moi, maîtrise par son initiation les transformations et les devenirs autres, qui sait les faire, mais qui sait aussi les défaire. Cela posé, cela dit, au regard de l'engouement pour le chamanisme dans nos sociétés, d'un savoir, je dirais, de sens commun, de citoyens bien informés qui se développent sur le sujet, comme on peut le constater à travers toute la littérature qu'on peut rencontrer à la FNAC ou ailleurs, l'anthropologue, l'ethnologue, a tendance à se réfugier dans une définition stricte du terme chaman, à le réserver par exemple à une aire culturelle, la Sibérie, et pas aller au-delà, ou bien à l'abandonner au profit d'expressions différentes, à l'exemple de celle de spécialistes rituels, que l'on peut trouver actuellement dans la littérature, ou bien de ne pas traduire, je dirais, les termes émiques, les termes vernaculaires. Puisque ces termes disent quelque chose de la fonction, de l'exercice de celle-ci, ou encore de la nature de la personne qui en a la charge, il convient, selon moi, de les traduire. Je vais vous donner un exemple. Le terme quechua pour dire chaman est Alto Mesayo. Si je traduis littéralement ce que ça veut dire, donc du quechua, d'un mélange quechua-espagnol en français, ça signifie celui qui possède de la table rituelle d'en haut. Expression assez ésotérique. De même, le terme aguarun est Iwishin, littéralement celui qui chante sur un liquide. Ces deux expressions complexes sont, selon moi, à expliciter. Je vais en prendre qu'une seule, celle d'Iwishin. Iwishin, c'est celui qui chante sur un liquide, mais pas n'importe quel liquide, un liquide psychotrope, et pas n'importe quel psychotrope, un mélange de deux plantes qui, par le passé, lui était réservé. Deux plantes, ou plutôt un mélange, qui l'aidait à voir au-delà de l'opacité des corps l'objet pathogène. C'est vrai, mais pas seulement. Un mélange qui produit dans l'estomac une substance, qu'on appelle en aguarun roac, dans laquelle baignent des dards, arsenal chamanique par excellence, dans cette société guerrière qu'est la société aguarun. Mais ça ne suffit pas. Allons plus loin encore, si vous voulez bien. Cette substance définissait par le passé le chaman.
elle le posait comme l'inverse de tout un chacun. Je m'explique. Dans la société Aguarune, filles et garçons, à partir de l'âge de 10 ans, allaient à l'aide d'un autre psychotrope en quête d'une vision, d'un énoncé transmis par un esprit. Cette quête a pour dessein une manière d'être vivant, caractérisée par l'abondance et par un futur. Passage obligé pour toute personne si elle voulait se marier. Un devenir, donc, qui est défini par des termes particuliers. Alors, je ne vais pas vous les donner en aguarune, mais qu'on peut traduire par différentes choses. L'un des termes, signifie beau, lumineux, paré de collier, par exemple, d'une couronne. Un autre terme signifie réveillé, animé, c'est-à-dire être capable de plaisanterie. Inversement, donc, l'apprentissage chamanique consiste à souiller son corps d'une substance, donc le rouac, qui est perçu par les aguarunes comme étant doté d'une intentionnalité prédatrice, c'est-à-dire une substance qui tue ou bien qui engendre une fureur guerrière chez la personne non préparée, c'est-à-dire incapable de la maîtriser ou simplement de la côtoyer. Un corps sombre en quelque sorte, pour faire écho cette fois-ci au dernier livre de Charles Stepanov. Un corps sombre qui permet paradoxalement au chaman de voir au-delà de l'opacité des corps et du monde, de voir également au-delà de la lumière, les esprits et tout ce qui est transparence. À mon sens, il en est de même du mot chaman. Ce terme mérite d'être explicité. Il a été dans le livre, je ne vais pas y revenir ici. C'est un terme déjà ancien dans la littérature occidentale, puisqu'il apparaît dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Et au regard de la circulation des mots dans les sociétés amazoniennes, par exemple, mais aussi ailleurs, eh bien, c'est un terme véhiculaire, pour moi, tout à fait adéquat, à condition, comme je vous l'ai dit, de le définir. Et dire cela, ça m'amène aux différentes manières, pour présenter le livre, dont les pratiques chamaniques ont été appréhendées dans la littérature européenne, puis plus récemment occidentale. Un fait tout d'abord. Les observations, dès les premières années de la colonisation, de la découverte des Amériques, donc au XVe siècle, les premières observations oscillent entre fascination et rejet, incompréhension et peur, entre bon sauvage et ensauvagement du civilisé. Dans les premiers récits, le chaman était tenu par ses contemporains en grande réputation. On peut le lire, on peut l'apprendre. Ça fait de lui un obstacle à l'œuvre missionnaire et coloniale, puis à celle des Lumières. Il convenait donc, pour ses auteurs, de démasquer ces impostures. Je cite, d'extirper toute idolâtrie, ou bien encore, pour un autre auteur, j'ai oublié son nom, de rire de sa folle superstition. Dans cette histoire, on peut distinguer 4 grandes étapes. Je vais les prendre l'une après l'autre. Tout d'abord, le chaman nous est présenté comme un imposteur, un ministre du diable, un sorcier, par le moyen desquels les personnes consultent ce que les chroniqueurs, les premiers chroniqueurs appellent des démons. Les personnes reçoivent ainsi de la bouche de ces ministres de Satan les réponses comme des oracles divins. La pratique de ces chamans, donc, des Amériques, est superstition et art diabolique, l'occasion pour le diable de séduire et de tromper, etc. En d'autres termes, le chaman est pour le missionnaire, à cette époque-là, un rival dangereux, dont la pratique, je pense, ou je dis, remettait en cause l'enseignement de l'Église et le contrôle de celle-ci sur les imaginaires. Et effectivement, dans les récits, cela apparaît de manière explicite. Le missionnaire combat le chaman sur son propre terrain, c'est-à-dire sur celui de la mainmise sur les âmes. Et ça me fait penser à un prêtre russe qui a utilisé pour la première fois le terme chaman, je crois que c'était en 1672 par là,
ce prêtre russe écrit que faire le chaman, c'est faire le devin. Et les personnes l'interrogeaient. L'expédition sera-t-elle heureuse? Le chaman commence alors, dans les écrits, à sauter et à danser et à appeler les démons avec de grands cris. De la bave coule de sa bouche. Et les démons répondent à travers sa bouche avec de grandes victoires et de grandes richesses, vous allez de retour. Et le prêtre, dans ses écrits, de crier à son Dieu, écoute-moi, que nul ne revienne, afin que ne s'accomplisse pas la prophétie diabolique. On voit bien que là, on joue sur le même terrain. Deuxième étape, à partir du XVIe siècle, pour les Amériques, un peu plus tard pour la Sibérie, on parlera de faux prophètes et de magiciens, de vagabonds. Le chaman, à l'aune des premières découvertes et explorations scientifiques, nous est présenté comme un habile et nuisible prestidigitateur, un ivrogne, un sauvage aussi, par opposition aux gens civilisés que les Européens pensaient être à cette époque-là. Le chaman sont des vagabonds qui boivent en grande quantité de la bière de manioc, si je m'en tiens à l'Amazonie. Et ils boivent pour réaliser leurs pratiques superstitieuses. Un auteur russe note encore, à la fin du XVIIIe siècle, je crois, qu'ils s'y prenaient avec tant de maladresse dans leurs pratiques qu'il fallait être aveuglé par la superstition pour ne pas s'apercevoir d'une imposture aussi grossière. Troisième étape dans cette histoire, c'est l'avènement de la modernité, au tournant du XXe siècle. Avec celle-ci apparaissent les ruptures théoriques de la psychopathologie et l'élaboration de l'inconscient comme objet. Oubliez le diable cette fois-ci. Le chaman est alors possédé par ses propres démons. En accord avec les catégories étiologiques de l'époque, le chaman est décrit comme une personne atteinte de toutes sortes de maladies, schizophrénie, épilepsie, névrose hystérique, etc. La santé mentale des chamans a d'ailleurs été un débat passionné au sein de la communauté scientifique, jusqu'à l'absurde, je dirais. Georges Devereux, par exemple, écrit dans les années 70 que le chaman est un être gravement névrosé, ou encore un psychotique en voie de rémission. Il ne se différencie de nos fous, de ceux qui sont dans nos asiles, qu'on enferme donc, que par la structure conventionnelle de la construction du délire qui donne sens à sa réalité. Pour Devereux, donc, le chaman est un fou par procuration qui permet aux autres membres de la communauté de conserver un semblant d'équilibre. Voilà l'absurde. Et pourtant, réduire les gestes rituels à des symptômes psychopathologiques est une proposition qui reste à démontrer. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et elle est d'autant plus que les analyses produites à cette époque-là ont été réalisées à partir de contextes particuliers. Les sociétés d'alors étaient confrontées à des situations de crise et de changement culturel très importants, colonisation, inclusion dans la société nationale, etc. Le désir d'être chaman, à cet égard, pouvant apparaître comme un moyen de comprendre, de guérir aussi face à ces bouleversements. Et d'autre part, ces analyses s'attachaient à un moment particulier de la pratique chamanique, à savoir la vocation, à ce que certains appellent cette crise d'identité, au cours de laquelle la personne est débordée par ses esprits, au cours de laquelle la personne ne sait pas rester maître de sa transe. Pour moi, mais pour d'autres aussi, fonction et personnalité ne peuvent être confondues. Le chaman doit pouvoir déposer son costume, parfois réduit à sa plus simple expression, un hocher de feuilles, comme on l'a vu tout à l'heure, à la fin du rituel, puisque c'est en mettant ce costume, en attrapant ce hocher rituel, ce hocher fait de feuilles, qu'il peut jouer son rôle. Autrement dit, c'est dans et par le rituel que la personne devient chaman, un devenir réversible. J'y reviendrai tout à l'heure à la fin de mon exposé. Mais avant, quatrième étape de cette histoire, au milieu du XXe siècle,
la pratique chamanique cesse d'être l'expression d'un désordre psychique pour devenir une démarche spirituelle. Et l'œuvre la plus marquante à cet égard est bien sûr celle de Mircea Eliade, le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase. Dans cet ouvrage, l'auteur fait des correspondances entre les pratiques chamaniques de diverses régions du monde, avec succès parfois, moins avec d'autres. Ce livre n'est pas non plus étranger, je dirais, à l'attrait contemporain pour le chamanisme et à ce changement de paradigme dans nos sociétés. Ce n'est plus diablerie, ce n'est plus supercherie ou folie, mais c'est une voie spirituelle, pour reprendre le titre d'un autre ouvrage, d'un autre succès littéraire. À cet égard, les œuvres les plus marquantes sont celles de Castaneda et de Michael Harner, et à l'époque, celles du mouvement psychédélique, vraiment essentielles pour la compréhension de ce qui se joue. En quelques mots, Carlos Castaneda propose dans ses récits, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il écrit, bien sûr, peu importe ici, une position qui marque un tournant dans la perspective admise jusque-là sur la relation de l'ethnologue à son terrain, en prétendant avoir été initié par son sujet d'étude. De son point de vue, cela accroissait la légitimité de sa recherche. Mais d'un point de vue académique, c'est une position inconciliable. Michael Harner, de son côté, a construit au sein de sa fondation un corps chamanisme, défait de tout ce qui le rattache à une société ou à une culture définie. Ce chamanisme universel est une méthode pour tout à chacun pour accéder à ce qu'il appelle la réalité non ordinaire et éprouver une expérience spirituelle directe. Mais, selon moi, il y a dans cette histoire quelque chose de plus intéressant. Castaneda, comme Harner, mais aussi Wasson, Dopkin de Rios et bien d'autres, ont ingéré des substances psychotropes au cours de leurs recherches. Ils ont ainsi découvert avec surprise qu'ils pouvaient avoir des expériences semblables à celles dont les chamans leur faisaient alors le récit. D'objet anthropologique, le chamanisme devient donc technique à apprendre, avec cette impression pour le lecteur des livres de ces auteurs de pouvoir lui aussi être apprenti chaman et faire l'expérience du chamanisme. C'est un bouleversement radical, à mon sens. Pour finir, j'ajouterai une dernière étape, plutôt récente, une cinquième. Dans un monde, le nôtre, mondialisé, encore marqué par l'idée européenne de nature, celle que l'on a héritée du XVIe siècle, une idée qui nous autorise tous les excès, qui nous autorise agression et destruction, les sociétés autochtones, les sociétés à chaman, sont perçues comme les gardiennes et les dépositaires, je dirais, de savoir étroitement articulés, je dirais, à la préservation de notre planète. Et le chamanisme, à tort ou à raison, là aussi, est perçu comme une religion de la nature. Les sociétés autochtones, du moins celles avec lesquelles je travaille, en ont bien pris conscience. Elles ont saisi l'émergence sur la scène publique de leur chaman pour faire de leur chamanisme une forme de conscience politique, une voie également de transmission de leur culture, de valeurs aussi que ces sociétés véhiculaient et s'efforçaient de préserver par le passé. C'est moins vrai aujourd'hui. En d'autres termes, et pour conclure cette petite partie, le chamanisme est ainsi devenu un facteur d'identité culturelle et ethnique. Au-delà de ces interprétations, quelles qu'elles soient, ce qui m'a frappé à la lecture des récits, des premières chroniques jusqu'à aujourd'hui, à travers l'histoire et la géographie, donc, c'est une certaine continuité dans les gestes, les attitudes et les raisons données pour tenter de les expliquer. Ce qui m'a frappé, ce sont les mêmes manifestations d'une métamorphose, d'un devenir autre. Ce qui m'a frappé aussi, ce sont les termes utilisés, qu'ils soient vernaculaires ou véhiculaires, pour désigner les personnes qui agissent ainsi. Beaucoup de ces termes soulignent ce devenir autre, cette parenté avec les esprits, de façon explicite ou implicite, à l'exemple du terme Aguarun et Wishin. De ce constat, je vais tenter pour finir
de compléter la définition que j'ai proposée tout à l'heure. Dans les sociétés à chaman, tout adulte est à même de conduire les rituels associés à la prédation, au processus de construction de la personne, aux pratiques agraires, aux pratiques pastorales. De même, nombre de maladies relèvent du champ thérapeutique familial. Dans ces sociétés, tout adulte est à même, en certaines occasions, d'agir comme le fait le chaman et d'interagir avec les non-humains dans une logique prophylactique ou thérapeutique, pour lui-même ou ses proches parents. Dans la société à Gwaroun, mais j'aurais très bien pu prendre comme exemple la Grèce ancienne, si j'écoute attentivement ce que nous en raconte Yvonne, tout à chacun peut détenir un certain degré de connaissance chamanique. Autrement dit, les qualités requises pour chamaniser n'y sont pas sensiblement différentes de celles que tout adulte doit dans l'idéal posséder. La société reconnaît simplement au chaman un talent plus grand, en raison de particularités corporelles héréditaires, par exemple, en raison d'épreuves, en raison d'une expérience initiatique de transformation, d'une aptitude au rêve, à la transe, etc. Un talent donc à être autre chose. Un talent parfois fondé sur une inégalité primordiale expliquée par le mythe. Une inégalité tout à fait exceptionnelle, mais réversible. Alors, au caractère diffus et non spécialisé des pratiques chamaniques correspond, selon moi, la capacité de quelques-uns à chamaniser pour le bénéfice d'une parentèle élargie, voire d'un réseau d'alliances et de conflits plus étendu. Le signe d'une intelligence chamanique, pour moi, est la capacité à occuper un point de vue qui n'est pas le sien habituellement. C'est ce que j'ai appelé témoigner d'une double appartenance, laquelle se traduit dans le discours émique par différentes choses selon les sociétés. Par exemple, dans l'alliance matrimoniale avec un non-humain, chez les Jibaros, chez les Shipibo, chez les Inuits, etc. Cela se traduit aussi dans le double animal, chez les Evenks, dans l'idée d'être mélangé aux fées, chez les Kalash, dans l'inversion du genre également, à l'exemple du clown Lakota, qu'on appelle Eyoka, ou bien encore, pour terminer, dans cet objet surnuméraire ou changé, cet os ou cet organe dévoilé ou ajouté au moment de l'élection par les esprits, ou bien dans cette substance, le roi Kagwaroun, donc transmise au cours de l'apprentissage par le chaman instructeur. Autrement dit, et pour conclure, pour qu'il y ait du chamanisme, je dirais, il faut un monde imprégné de subjectivité, avec laquelle entrer en relation. Un univers habité par des personnes non humaines. En ce sens, le chaman s'est allié des esprits plutôt que médiateur et politique. Et le rituel chamanique est un processus de transformation parallèle de deux existants, de la personne en chaman et du non-humain, quel qu'il soit, de cette altérité, parfois radicale, en interlocuteur avec lequel on peut interagir. Voilà, je m'arrêterai là pour la présentation. Est-ce que je peux poser une question? Vous m'entendez? Oui, ça fait oui. Voilà, je suis en Mongolie, on est à peu près 1h du matin. En Mongolie, le rôle du son est très important dans le chamanisme. Et donc, je me demande si les plantes médicinales émanent des sons, d'une part, et quels sont les instruments de musique utilisés dans le chamanisme chez vous? Du son du corps, du son humain. Du son, ah oui, les sons, les sons. Ah, du son. Est-ce qu'il y a des sons qui émanent des plantes? Qui émanent des plantes, oui. Alors, ça, c'est un discours que l'on entend fréquemment en Amazonie.
comme, comme quoi, au cours de l'initiation, au cours de l'apprentissage, donc, à l'aide de l'ingestion de différentes plantes, psychotropes, mais également autres, des plantes purgatives, des plantes toniques, des plantes médicinales, en fait, le chaman est censé aller à la rencontre du double immatériel de cette plante-là et acquérir de celui-ci un chant qui lui permettra, après, au cours de sa pratique, de convoquer donc la potentialité contenue dans cette plante-là, afin de guérir telle ou telle maladie. En d'autres termes, plus le chaman va diéter, pour reprendre un terme local, plus le chaman va ingérer différentes de plantes, plus il sera à même de guérir nombre de maladies. Oui. Il en est de même, il en est de même en Amérique du Nord, dans ce qu'on appelle la quête de vision, en fait, donc sans plantes cette fois-ci. Donc, quand le candidat chaman se retire sur une montagne pour rencontrer un esprit ou des esprits, en fait, dans sa terminologie, en fait, il acquiert également un chant à ce moment-là, ou il peut acquérir également un chant à ce moment-là. Après, par rapport aux instruments de musique, en fait, alors ils sont très variables, hein, je veux dire. Si je prends le cas à Guarun, que je connais très bien, en fait, il n'y a pas d'instrument de musique. Le seul instrument, c'est le hocher de feuilles qu'on agite, en fait, et qui produit un son bien particulier qui évoque différentes choses, qui peut évoquer le vent, qui peut évoquer une fine pluie sur les feuilles de la forêt, etc. Après, il y a des sociétés dans lesquelles les instruments sont plus complexes. Donc, ça peut être l'arc musical, ça peut être le sifflet, ça peut être le tambour, etc., qui permettent de convoquer ou qui permettent d'entrer en transe selon le choix narratif de la personne. Est-ce que vous pouvez dire sur des sons spécifiques que vous avez entendus lors des séances? Oui. Oui. Alors, donc, je vais m'en tenir. Donc, dans les Andes, il n'y a pas de chant. Donc, le chaman récite une prière, puis il siffle et il est pris par les Apus, les Pachamama, donc les esprits des montagnes et de la terre. En Amazonie, c'est quelque peu différent, puisque chez les Aguarun, mais aussi chez les Matigenga, les Achaninka, les Shipibo, donc il y a de longs chants. Et ce qu'il y a de particulier dans ces chants, c'est la présence d'onomatopées, d'idéophones, en fait, qui sont censés provoquer, donc chez le chaman, mais aussi chez les participants rituels, des images, en fait. Et ces idéophones, en fait, construisent, au moment où ils sont déroulés dans le chant, construisent en fait le voyage chamanique, c'est-à-dire les lieux censés être visités par le chaman au cours du rituel. Alors, je suis un très mauvais chanteur, donc je vais pas vous chanter, mais si par exemple je reprends les longs chants à Guarun, voilà ce qu'ils peuvent dire, du moins au début. Oui, 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 wa, 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 mi, 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 wa, 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 wa. Et à partir de là, ils vont convoquer leurs esprits auxiliaires. Alors, ce chant, en fait, il a différentes traductions, mais oui, 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 c'est moi, wa, wa, ça indique la notion de tristesse. Donc, moi, je suis triste, je suis triste, je suis triste. Ça veut dire que moi, je me laisse porter, en fait, par ce qu'il me vient, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça signifie à la personne, aux participants au rituel, que le chaman entre en transe, si vous voulez. Après, il va y avoir d'autres onomatopées, d'autres idéophones, en fait, qui vont commencer à décrire ce qu'ils voient. Par exemple, les idéophones les plus communs dans toute l'Amazonie, en fait, sont des idéophones qui vont donner à voir l'éclair, qui vont donner à voir les coudes, la peau tachetée du jaguar, donc ces fameux des signes zébrés, en fait, ou des points, en fait, qui évoquent en fait l'expérience psychotrope, en fait la transformation, je dirais, du chaman en jaguar, par exemple,
bien la transformation du chaman en poisson quand il plonge sous la surface des eaux des lagunes ou des rivières pour aller à la rencontre des sociétés non humaines qui y vivent. Donc en fait, ces idéophones en fait renvoient à des images, mais là on est dans le cadre d'expériences psychotropes en fait que la molécule chimique en fait provoque chez la personne, mais bien plus, bien sûr, bien plus à travers le chant. Est-ce que le chant et la danse sont liés aussi? Est-ce qu'il y a des danses comme en Mongolie enfin, j'appelle ça des danses, des mouvements alors, forts? Oui, alors c'est ça qui est très intéressant quand on utilise le mot trance. Alors, le mot trance en français, ça signifie des mouvements assez exubérants, quelque chose d'assez dynamique en fait, qui peut partir de la danse et aller bien au-delà. Quand on regarde un chaman Aguarun ou bien un chaman Teko en Guyane française, prendre soin d'un patient, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on le voit assis sur un tabouret en bois, un tout petit tabouret en bois, agiter un hochet de feuilles ou bien un samalaka, en fait, en Guyane, en fait, et ne pas bouger, ne rien faire, en fait. Alors, une question se pose. Le chaman pratiquant ainsi, est-ce qu'il est en transe ou pas? Une question qui reste ouverte, bien sûr. Alors, pour les Andes, pour toute l'Amérique du Sud, les pratiques chamaniques ne sont pas liées aux danses, pas du tout. Il y a des danses, bien sûr, dans les sociétés, mais qui sont liées à d'autres rituels, à d'autres pratiques plus collectives, bien sûr. Oui. Oui. D'accord. Très bien, oui. La transe, c'est quand même aussi un état modifié de conscience. Donc, effectivement, la danse peut aider à rentrer dans cet état modifié de conscience, mais là-bas, ils n'en ont peut-être pas besoin puisqu'elle est psychotrope. Alors, non, pas nécessairement, parce que dans les zones, il n'y a pas de psychotrope. Donc, ah bon, là, oui, c'est vrai. Le candidat chaman s'exerce à appeler donc les esprits des montagnes et les esprits de la terre de longs mois, voire de longues années, jusqu'à réussir à être possédé, en quelque sorte, par ces esprits-là, en fait, à prêter son corps à ces esprits. Donc, il s'isole pour rentrer dans une espèce d'état second. Il s'isole. Alors, au cours de l'apprentissage, il s'isole, mais au cours du rituel, pas du tout. Non, en fait, le rituel a lieu dans une salle, dans une pièce, dans une maison, en fait, débarrassée de son mobilier, à part une table et des bancs. Et le chaman s'assoit à côté de cette table. En fait, il récite donc un appel, en fait, un double appel. Donc, dans le premier appel, il demande la permission au roi des Messas, donc au premier des Apous, au chef des Apous, au chef des montagnes, en fait, la permission de réaliser le rituel. Puis il siffle, un long sifflement, à l'aide d'un sifflet, donc généralement réalisé dans un os de condor, et pas toujours. Et le second appel est dédié à la Pachamama, donc à la terre-mère, en fait. Il lui demande de s'incarner en elle, il lui demande de prendre possession, qu'elle prenne possession de lui et qu'elle le tire par sa main d'or et d'argent, en fait, et il siffle une seconde fois, et au bout de quelques minutes, donc, sur les photos, on a vu le mur, en fait, on entend des battements d'ailes, donc qui viennent du sol, en fait, profondément sous le sol, qui s'élèvent dans la salle, qui volent dans la salle, et qui se posent sur la table, et qui commencent à parler. Tout ça dans l'obscurité la plus complète, car tout le rituel se passe à travers les autres sens, en fait, à travers l'ouïe, à travers l'odorat, et à travers le toucher. Quelle est la proportion? Pardon? Je voulais savoir quelle est la proportion de femmes chamanes dans ces régions. Est-ce qu'il y en a d'abord? Alors, dans les Andes, c'est indifférent. Je dirais 50-50. Il y a autant de. Enfin, j'ai rencontré autant de chamans femmes que de chamans hommes. Par contre, chez les Aguarun, la pratique chamanique est exclusivement masculine. D'accord. Alors, ce qui ne veut pas dire. Alors, il faut quand même que je le précise. Ce qu'il y a de très intéressant, en fait, c'est que j'ai évoqué 2 psychotropes pour le chaman Aguarun, donc qui lui étaient propres, en fait. Donc, ce sont 2 lianes, Panitaiopsis et Dicopteris cabrerana, en fait. Alors que les femmes, de manière collective, en fait, ont la propriété d'une autre plante psychotrope qu'on appelle les Bruckmansia suaveolens, donc une solanacée. Et donc, d'un point de vue biochimique, d'un point de vue neurobiochimique, en fait, des plantes beaucoup plus dangereuses, en fait, des plantes atropanes, en fait,
qui provoquent des ivresses ou des états modifiés de conscience beaucoup plus longs. Donc, si je compare, l'ayahuasca, utilisé par le chaman, c'est 4 heures. L'hypocmonsia, ça peut être 3 jours. Donc, 3 jours de perte de conscience, donc 3 jours au cours desquels celle qui a donné la plante doit prendre soin du patient, en fait, avec des risques importants d'élévation de la température corporelle et d'arrêt cardiaque. Quand vous avez décrit les liens avec les esprits, et vous avez parlé de séances qui étaient finalement temporelles, contemporaines, mais on dirait qu'ils ne font pas tellement appel aux ancêtres et au patrimoine culturel de leur société. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas pu en parler, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne sent pas quand on est dans ces rituels? Alors, du point de vue en Amazonie, les personnes ont surtout affaire à des non-humains issus de la forêt, donc du monde animal ou du monde végétal, et rarement, ou très rarement même à leurs ancêtres, car dans ces sociétés-là, en fait, l'oubli des générations passées est la norme. Donc, une génération, 2 générations maximum, et puis on oublie en fait les noms, on oublie les personnes en fait. Dans les Andes, c'est quelque peu différent, car Apu, Pachamama et autres esprits, en fait, étaient par le passé des êtres humains, en fait, qui ont vécu une vie totalement extraordinaire, en fait, et qui, au moment de leur mort, se sont convertis en éléments du paysage, en phénomènes atmosphériques, etc., en fait. Mais dans l'un et l'autre cas, en fait, ce n'est pas l'ancêtre qui est important, c'est vraiment l'esprit ou le double immatériel de la nature, avec lequel on est en interaction, en fait. C'est quelque chose d'assez différent, en fait, de sociétés comme les sociétés africaines, par exemple, où là, l'ancêtre joue un rôle beaucoup plus important, oui. D'accord. Intéressant, merci. Merci Sébastien pour ton intervention. J'ai également une question. Comme tu sais, je travaille sur les pratiques chamaniques du Népal, et plus spécialement sur une population qui s'appelle le Tchépang. Là-bas, on dit que c'est un chamanisme au tambour. Michael Opitz, qui a travaillé sur le Népal, a travaillé sur la morphologie du tambour, et il a fait une carte avec différents tambours un peu partout en Sibérie, en Mongolie et au Népal. Et on parle donc de chamanisme au tambour. Et sur tes terrains, et plus dans la région Amérique du Sud, on parle de chamanisme aux plantes, actives. Et je voulais savoir si tu avais eu des retours, des témoignages de pratiques chamaniques au tambour sur le terrain ou sur les régions voisines. Alors, d'abord, le tambour est connu en Amérique du Sud, est utilisé, notamment dans les danses entre guillemets profanes, en fait, dans les danses amoureuses. Par exemple, chez les Aguarunes, en fait, on utilise le tambour en fait pour séduire. Le tambour est utilisé de manière chamanique chez les Mapuche, en fait, au nord du Chili. Il l'est aussi un peu plus au nord au Venezuela, donc également. Mais il est vrai que dans tout le bassin amazonien, en fait, je ne parlerai pas de chamanisme à végétaux, mais de chamanisme à hochets. Si vous voulez, pour faire une comparaison avec le tambour, en fait, c'est-à-dire que c'est le hochet, donc quel qu'il soit, que ce soit une calebasse évidée et remplie de petits cailloux ou de graines, en fait, ou bien que ce soit un hochet fait de feuilles. Donc c'est le hochet qui joue un rôle central, en fait, dans la pratique chamanique. Donc pour induire l'état, pour induire la transe, pour induire le voyage, mais aussi pour de très nombreuses autres choses, en fait. Si je reprends ce fameux hochet fait de feuilles chez les Aguarunes, en fait, ce hochet a différentes choses, a différentes fonctions, et l'une de ces fonctions, par exemple, c'est d'étourdir les fléchettes incrustées dans le corps de la personne pour pouvoir être retirées facilement, en fait, par le praticien, par le guérisseur. Ou bien, ce hochet a une fonction de raquette de ping-pong, en quelque sorte, c'est-à-dire que au moment de la guérison, au moment de la cure, en fait, eh bien, le sorcier, à l'origine du mal, en fait, entend le chaman chanter, et il prend conscience que le chaman va tenter de guérir le malade, en fait, et donc il va envoyer ses propres esprits auxiliaires, ses propres dards,
pour essayer d'intervenir et empêcher le chaman d'extraire les autres dards incrustés dans le corps. Et donc à ce moment-là, en fait, le hocher fait de feuille, en fait, sert de raquette de ping-pong, il sert à renvoyer en fait tout simplement les fléchettes ennemies qui arrivent, que moi je ne vois pas, mais que le chaman me dit arriver en fait. On les entend siffler et hop, il les projette de cette manière-là en fait. Donc voilà par exemple une autre utilité de ce hocher. Alors après ça c'est pour toute la partie des basses terres dans les hautes terres, et ce depuis l'époque préhispanique. En fait, l'instrument de musique par excellence du chamanisme, c'est le sifflet. Alors on a découvert de très nombreux sifflets dans les rituels, dans les tombes préhispaniques. On a remarqué que sur les peintures et des céramiques préhispaniques, en fait, le sifflet était également présent au moment des rituels. Et aujourd'hui encore, dans les Andes, c'est à l'aide du sifflet que le chaman ouvre et entre en transe au moment du rituel. Merci. Oui. Une dernière question de mon côté, c'est est-ce qu'il y a un langage spécial utilisé par le chaman après sa transe pour communiquer avec les patients? Comme en Asie centrale, il y a une sorte de glossolalie, enfin, il parle des langages que personne ne comprend, mais qui sont... qu'après, ils vont traduire, hein, mais pendant un moment, ils délirent un petit peu. Est-ce que ça existe aussi dans les Andes? Alors, Bon, l'Amazonie. oui, dans les Andes, les esprits qui possèdent le corps du chaman s'expriment en espagnol ou en quechua de manière totalement compréhensible. Donc, il n'y a pas de traduction. En Amazonie, dans les chants, en fait, pour revenir à ces fameux chants, donc les chants mêlent des paroles Poloka Aguarún en langue aguarún, uniquement de la Guarún, donc compréhensible par l'ensemble des participants au rituel. Donc, avant le rituel, pendant le rituel, parce que le chant est très très long, dure plusieurs heures. Alors que dans d'autres sociétés, par exemple chez les Naporuna, donc qui parlent une langue quechua, donc dans les plus à l'est par rapport aux Aguarún, en fait, les chants sont teintés de mots empruntés à d'autres langues, en fait, ce qui fait qu'ils sont peu compréhensibles par les participants au rituel. Effectivement, oui, mais ils n'ont pas besoin d'être traduits, en fait, parce que ce n'est pas tant l'information ou le message qui doit être passé des esprits, je dirais, aux patients ou bien à la famille de celui-ci, mais l'action en fait du chaman, c'est-à-dire les gestes accomplis les uns après les autres, et notamment le geste le plus évident pour l'Amazonie, en fait, c'est la fameuse extraction en fait de l'objet pathogène du corps, en fait, par la technique classique de la succion, tout simplement, en fait, en posant directement les lèvres sur le corps, ou bien à l'aide d'un tube en fait posé sur le corps, et qu'on recrache après à côté. Alors justement, petite parenthèse, on lit souvent dans la littérature ethnologique ou grand public, en fait, que le chaman conserve en fait ces fameuses fléchettes ou objets qu'il extrait en fait pour agrandir sa panoplie, mais ce n'est pas vrai, pas du tout en fait. C'est-à-dire que en faisant ça, en fait, il se met il permet aux sorciers propriétaires de ces fameuses fléchettes en fait d'avoir une action sur lui, une action négative sur lui, ou bien simplement la fléchette qui entre dans l'estomac va avoir un effet néfaste, voire létal sur le chaman. Donc, dans les chamanismes amazoniens, on ne partage ni ces fameux dards, ni les chants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande mode, c'est d'enregistrer un chaman chantant et de graver sur un disque, de mettre le disque sur Internet, en fait, et d'apprendre les chants sur Internet, ce que les chamans m'ont toujours déconseillé de faire, en fait, car le propriétaire du champ entend le chant, même à 10 000 km de là, et il est capable de venir vous visiter et de vous maltraiter, en fait, parce que vous utilisez son propre chant, en fait, sans qu'il vous l'ait transmis, en fait. Il n'y a que à travers la transmission, à travers l'apprentissage de maître, de chaman instructeur à élève, que le chant peut être appris, en fait. Oui, ça c'est intéressant parce qu'il y a un chaman yakout qui m'a dit qu'il fallait absolument pas qu'il essaye de me soigner et que j'essaye de comprendre parce que je suis d'une autre culture trop lointaine et si je l'entendais et enregistré par exemple, ça risquerait de me faire beaucoup de mal et lui il serait pas à côté de moi pour me soigner. Donc c'est intéressant cette notion de localisation en somme du soin. Oui, je pense. Sébastien, je crois que Octane Pack voulait vous poser une question. Elle a fait un petit signe là. Oui. Je ne suis pas vite, mais en tout cas, j'ai deux questions.
Vous avez parlé au début de votre présentation de comment le rapport entre missionnaires et église chrétienne et chamanisme, pratique chamanisme. Mais maintenant, dans la société actuelle, quel est le rapport entre comment l'Église voit la pratique chamanisme? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, c'est le pratique chamanisme est entré, vous avez dit qu'est entré en relation avec une non-humaine altérité. Je pense dans toutes les pratiques différentes, dans les sociétés différentes, on peut dire à peu près ça. Mais dans ce cas, surtout dans la situation actuelle de pandémie, quand les humains sont en train de... On constate que les humains ont détruit comment on peut dire, le planète, ce modèle de... comment on dit, relation avec non-humaine, ça nous présente un modèle de coexistence avec la nature, avec non-humaine. Qu'est-ce que vous pensez? C'est ça la deuxième question. Oui. Alors, pour répondre à la première, donc, tout va dépendre des sociétés, en fait. Donc, ça peut être le christianisme, ça peut être aussi l'islam. En Asie centrale, ça peut être le bouddhisme en Asie. Tout va dépendre, en fait, des religions, en fait, à vocation universelle. Alors, si je m'en tiens pour vous répondre de manière précise par rapport à ce que je connais précisément, en fait, par rapport à l'Amérique du Sud, en fait, on peut distinguer deux époques, en fait. La première, c'est l'époque du colonialisme des missionnaires catholiques, en fait, qui ont tenté d'extirper, en fait, toute idolâtrie, en fait, pour reprendre les termes en usage, en fait, mais qui n'ont réussi qu'à cacher, en fait, qu'à rendre discret, en fait, les pratiques chamaniques et lesquelles ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Donc, même s'ils étaient très critiques, en fait, ils se sont finalement accommodés, en fait, les missionnaires, puis les hommes d'église se sont finalement accommodés, en fait, des pratiques qui n'étaient pas les leurs. Et c'est exemplaire dans les Andes, en fait, où les populations locales, les populations autochtones locales, les Amérindiens, en fait, peuvent très bien aller à la messe le matin et pratiquer un rituel de type chamanique l'après-midi, en fait, sans que eux n'y voient d'inconvénients ou de conflits, ni sans que le curé, par exemple, en dise quelque chose, en redise quelque chose. Et deuxième époque par rapport à ça, c'est l'époque des missionnaires protestants. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus grave, en fait, c'est-à-dire que les missionnaires protestants ont un discours pas intégriste, mais presque, en fait, de telle manière, en fait, qu'ils ne laissent pas le choix aux populations qu'ils tentent de convertir, en fait, donc les missionnaires protestants nord-américains surtout, qu'ils tentent de convertir, en fait, en Amazonie. Mais avec une petite différence, toutefois, c'est que les populations locales se convertissent d'autant plus facilement au protestantisme que les pratiques proposées par les missionnaires contiennent de la transe. Alors, pas celles qu'ils connaissaient auparavant, mais d'autres formes de transe à l'aide de prières répétées, de monologues répétés de manière intensive, à l'aide de chants répétés de manière intensive, en fait. Et donc, au cours des messes protestantes, au cours des rituels protestants, pardon, eh bien, les populations locales arrivent à entrer en transe, à retrouver, en fait, cet état particulier qui leur est, entre guillemets, nécessaire, en fait, dans leur quotidien. Donc, on a vraiment deux époques très différentes, en tout cas pour l'Amérique du Sud. Et effectivement, aujourd'hui, la présence protestante est très, très importante en Amazonie. Si bien qu'aujourd'hui, par exemple, si je prends une communauté aguarune avec laquelle je travaille, qui s'appelle Chiriacu, en fait, il y a
4 églises protestantes dans le petit village qui contient à peine 150 habitants aujourd'hui. 4 églises protestantes différentes. Et ce qu'il y a d'intéressant, en fait, c'est que ces églises protestantes, en fait, elles reproduisent, en fait, les conflits familiaux préexistants, en fait, à la venue de ces églises-là, en fait. C'est-à-dire que telle famille, au sens élargi du terme, ira dans telle église, telle autre famille dans telle autre église, et les prêtres, les pasteurs de chaque église, eh bien, prononceront des discours conflictuels vis-à-vis de leurs confrères, en fait, reproduisant les conflits familiaux, en fait, présents dans ces communautés-là depuis très longtemps. Voilà. Alors, par rapport à la question des non-humains, alors c'est quelque chose qu'on retrouve dans le discours de quelques grands chamans, de chamans qui sont invités dans les grands forums internationaux, en fait, qui ont une présence sur la place publique. Par contre, je dirais, il faut faire attention au décalage qui peut exister entre le discours, en fait, et les réalités locales. C'est-à-dire que si vous allez aujourd'hui dans les communautés amérindiennes autochtones en Amazonie, en fait, eh bien, vous constaterez, en fait, que l'environnement, en fait, que la nature environnementale, en fait, est très endommagée, en fait. C'est-à-dire que le capitalisme, la modernité capitalistique, en fait, eh bien, dévaste ces régions-là sans que les personnes arrivent à dire quelque chose, ou bien en s'accommodant, en fait, de tout cela, en fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, bon, pour dire les choses autrement, en fait, j'ai rencontré à plusieurs reprises de vieux chamans, en fait, qui me racontaient avoir de très graves difficultés, en fait, pour trouver un successeur, pour trouver un apprenti, en fait, auquel transmettre leur savoir. Et quand je leur demandais pourquoi, parce que quand on regarde l'attrait occidental pour ces pratiques-là, pourquoi ce n'était pas également le cas en Amazonie, eh bien, ceci me disait en fait que les jeunes aujourd'hui, ils préfèrent aller à l'université, ils préfèrent aller en discothèque, ils préfèrent boire de la bière, industrielle bien sûr, ils préfèrent s'amuser que de se retirer pendant 6 mois, pendant 3 ans en forêt pour apprendre des techniques ancestrales, anciennes ou en tout cas dépassées. Et ça, ce qui est intéressant en fait par rapport à tout ça, c'est que c'était quelque chose... C'était des réponses que j'obtenais il y a 15 ans, il y a 20 ans, donc au tout début de mes recherches, en fait. Alors qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est plus du tout le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un attrait, même chez les jeunes générations, en fait, pour les pratiques chamaniques, tout simplement parce qu'il y a de l'argent, en fait, qui circule, et énormément d'argent, en fait. Alors, bien sûr, l'apprentissage de ces jeunes ne dure pas 6 mois, ne dure pas 3 ans, mais juste quelques semaines, le temps d'apprendre les techniques et puis de pouvoir proposer ça aux Européens ou Nord-Américains qui viennent les consulter, en fait. Merci. Bon, il y a Christophe Autran-de-la-Tour du musée de Cannes qui a une question à poser aussi. Christophe, à toi. Oui, bonsoir. Alors, j'aimerais juste je crois, le dernier chapitre de votre dernier livre, Chaman, votre co-auteur donc est Corinne Sombrin, et on sait qu'elle participe, et le chapitre est à ce propos, à des recherches très pointues en neurosciences, et sachant qu'il y a cette dimension subjective extrêmement importante dans ce que vous décrivez, je voulais vous demander qu'est-ce que l'on espère, qu'est-ce que l'on imagine pouvoir observer à travers ces recherches. Qu'est-ce que l'on va mesurer en fin de compte, et est-ce que c'est pas quelque chose d'un petit peu réducteur? Quel est votre sentiment par rapport à ça? Alors, il faudrait que ce soit Corinne Sombrin qui vous réponde. Elle serait plus à même de le faire, en fait. Il est très difficile pour moi de vous répondre. En tant qu'ethnologue, je vous dirais que la richesse culturelle est essentielle, en fait, dans ces pratiques-là, en fait. C'est-à-dire, comment vous dire ça? Par rapport aux travaux de Corinne Sombrin, en fait, il y a 2 attentes. En fait, la première attente, en fait, c'est une connaissance approfondie du fonctionnement du cerveau. De quelle manière le cerveau fonctionne,
mais ça, c'est pas propre à Corinne, c'est propre aussi, par exemple, je travaille beaucoup en Suisse, et en Suisse, en fait, il y a beaucoup d'études qui sont faites à l'aide de substances psychédéliques, donc autorisées, en fait, des études autorisées par la Confédération suisse, en fait, donc à l'aide du LSD, à l'aide de la psilocybine, et d'autres substances, en fait, donc au niveau scientifique et au niveau médical également. Donc, pour tenter de comprendre le fonctionnement du cerveau. Après, dans le travail de Corinne, en fait, l'autre objectif, en fait, c'est de donner des outils à l'être humain, de manière très générale, en fait, pour un mieux-être, pour un mieux-être personnel, pour un mieux-être professionnel également, des outils ou des capacités, en fait, pour être plus performant, si vous voulez, en quelque sorte, en fait, à travers ça. Donc, et par une connaissance de soi, de ses problèmes psychologiques, de ses interdits, en fait, et par une ouverture ou une meilleure compréhension du monde, en fait. Après, de mon point de vue, en fait, pour revenir à cette question ethnologique, je suis toujours assez perplexe par rapport à cette question de transe, quel est lieu à l'aide du tambour, quel est lieu à l'aide de plantes psychotropes. Je vais vous donner à cette idée, si on cherche à l'universaliser, en fait, à la réduire, en fait, au cerveau humain, en quelque sorte. Je vais vous donner un exemple très concret. Je vais être honnête, j'ai essayé donc différentes substances psychotropes, en fait, dans le cadre de mes recherches. Alors, je ne suis pas du tout chaman, pas du tout, mais donc j'ai essayé différentes substances, en fait, dans différentes sociétés. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que l'expérience psychotrope que j'éprouvais, en fait, correspondait, en tout point de vue, au discours de la société dans laquelle j'étais. Alors, pour vous donner un exemple encore plus concret, en fait, quand j'étais chez les Lamistas, donc en Amazonie péruvienne, qui parlent une langue quechua, en fait, on voit des serpents, puis on voit des arbres, puis on voit des arbres se transformant en personnes avec lesquelles on peut interagir. J'ai vu des serpents s'envoler autour de moi, des serpents devenir des arbres devenir des personnes, et des personnes me parlant, me racontant des choses. Chez les Aguarous, c'est totalement différent. Donc, je ne parle pas du chaman, mais je parle des pratiques de tout un chacun, des pratiques communes, en fait. Pour eux, quand ils prennent le même type de psychotrope, exactement le même type de psychotrope, on se voit dans un avenir, on se voit déambuler dans un avenir, et c'est ce qui permet d'ajuster au mieux ce qui va arriver. Il y a un problème de son, Sébastien, sur le micro. Dans le futur. Ah, vous m'entendez? Oui. Ouais, c'est peut-être le fil qui est mal branché. Non, j'ai pas de fil pour le micro. Il y a des petites coupures. Ah, c'est peut-être la connexion Internet, alors je suis désolé. Ah, est-ce que c'est mieux, là? Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, ça va. Oui. Alors, je ne sais pas où je me suis arrêté, mais donc, pour terminer, dans les sociétés Aguarún, en fait, ce que les personnes voient, en fait, au cours de leur expérience psychotrope, en fait, eh bien, elles se voient elles-mêmes en train de déambuler dans un futur, en fait, pour ajuster au mieux leur présent, en fait, en fonction de ce qu'il va advenir. Eh bien, quand j'ai pris ce même breuvage avec eux, en fait, je me suis vu, moi, déambuler, monter dans un bateau, descendre le fleuve, monter dans un avion, voyager de l'Europe à l'Amazonie, etc. Et j'ai vu ma fille, je me suis vu avec ma fille, enfin, beaucoup de choses de cette manière-là. Des choses que je n'avais jamais vues quand j'étais chez les Lamistas, par exemple. Et donc, ma question était, de quelle manière le discours de la société dans laquelle je suis influence-t-il mon expérience psychotrope? Et là, on voit bien, en fait, que le culturel a une importance considérable, en fait, bien loin des universaux, en fait, que certains voudraient nous faire, auxquels certains voudraient nous faire croire. Mais Sébastien, ni l'une ni l'autre n'était pas ta culture. Je veux dire, l'expérience était différente, mais oui. Toi, tu n'étais pas de cette culture de toute façon. Tu étais aussi. Voilà. Bien sûr, Yvonne, je réponds très rapidement. C'est vrai, ce n'est pas mes cultures, mais c'est des cultures dans lesquelles j'étais depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fait. Connaissez donc, déjà. Je baignais déjà. C'est-à-dire que même dans mes rêves, en fait, mes rêves correspondaient déjà à ce que je vivais, en fait. Et on le voit très bien en tant qu'ethnologue, je ne sais pas
vous l'avez déjà expérimenté, mais quand on vit longtemps dans une société qui n'est pas la sienne, en fait, nos rêves, en fait, s'adaptent petit à petit, en fait, à la société dans laquelle on est. D'accord. Et bien sûr, à la langue dans laquelle on parle, en fait, également. Quand on commence à rêver en espagnol, puis en quechua, puis en languarune, en fait, on se dit qu'on est bien intégré. Enfin, j'espère. D'accord. Alors, un petit détail, Christophe Roulsan de la Tour, là, qui posait la question, est le directeur adjoint du musée de Cannes, et c'est lui qui est le commissaire de l'exposition qui aura lieu en 2023 au musée de la Castres à Cannes, sur les chamans, justement. Et donc, c'est pour ça qu'on est aussi impliqué dans le chamanisme mondial, parce qu'en fait, par la Société des études eurasiatiques et l'Arche, on est plutôt sur le continent eurasiatique. Mais donc, on déborde aussi sur l'Amazonie dans ce cas, quoi, quand même. Et je crois que Christophe a encore une question à poser. Non, c'était simplement pour commenter ce que vous venez de dire. C'est une très belle, un très beau partage. Merci d'avoir partagé votre expérience, parce que on s'aperçoit que si on vous avait examiné sous le microscope, on aurait peut-être vu une excitation de certaines zones cérébrales, mais on n'aurait pas du tout vu le contenu de ce qui vous est réellement arrivé ou ce que vous avez cru vivre, etc. Oui. Donc, c'est là où ça se joue, et c'est ça qui je trouve est intéressant, le témoignage de la personne, et peut-être pas simplement l'encéphalogramme qui va en découler. Oui, bien sûr, oui. C'est aussi quand même important de dire que les ethnologues qui n'ont jamais ni senti la transe, ni pris des psychotropes, eh bien, ils ne sont pas à même de parler de ces sentiments, en fait, de ce partage qui se fait dans ces cultures. Donc, faire une description juste en observant le comportement d'un chaman, bah, c'est aussi faux que les récits des voyageurs du XVIIIe siècle, qui ne voyaient qu'une prestation, en fait, une agitation. Bah, l'ethnologue qui est sur place et qui ne participe pas à cette sorte de, comment dirais-je, des mises en condition, bah, il ne peut pas la décrire. Il faut la mise en condition, mais aussi, comme on vient de le dire, il faut aussi l'imprégnation au préalable. Ben oui, mais si on n'a pas ni l'un ni l'autre, on n'est pas ethnologue. On n'est pas ethnologue dans ces cas-là. Exactement, il faut les deux. On est voyageur. Touriste. Touriste. Avec un risque de basculer de l'autre côté, comme on dit, du côté obscur. C'est pour reprendre, c'est Jean-Louis Homsel qui l'a évoqué dans son dernier livre, en fait, que l'ethnologue passe du côté obscur s'il se laisse prendre par le discours de ses interlocuteurs, en fait. Une image qui est la sienne, que je partage. Enfin, tu es revenu, je dis, tu es revenu aussi bien en Europe et dans l'État de français, qui n'est pas resté. Je n'ai pas basculé comme certains, comme d'autres n'ont pu le faire, comme Castaneda ou comme Arner, par exemple. D'accord. Michael Arner dit qu'il est anthropologue et chaman. Il le dit explicitement, enfin il le disait, parce qu'il est mort maintenant, mais il le disait explicitement, oui. Mais je voudrais demander, dans les chamanismes andins, tu dirais que les chamans locaux sont possédés par l'esprit de montagne et de la terre, ou comment tu aurais décrit cette relation? Alors, pour répondre à ta question, il faut que je rentre dans les détails, en fait. Et le détail, en fait, c'est les discours. C'est-à-dire, c'est le discours des personnes. Et je vais prendre 3 discours. Je vais prendre le discours de l'apprenti chaman, le discours du jeune chaman, donc qui commence à pratiquer, et le discours du chaman expérimenté. Et là, on voit bien qu'on a 3 discours très différents l'un de l'autre, en fait. Dans le discours de l'apprenti, en fait, celui-ci va raconter qu'après avoir sifflé la 2e fois, en fait, eh bien, il va sentir les murs ondulé, le plafond ondulé, comme si c'était un mur d'eau ou un plafond d'eau, en fait, dans lequel on avait jeté un caillou, en fait, des vagues, en fait, qui se produisent, en fait. Il va se sentir soulevé de sa chaise, mais il va éprouver une telle frayeur qu'il va revenir à lui et totalement abandonner cette expérience-là, et devra recommencer le lendemain, puis le surlendemain, jusqu'à réussir à manifester, je dirais, ces esprits auxiliaires. Le chaman, le novice, donc le jeune, en fait, le jeune chaman, lui me raconte, en fait, qu'au moment où il siffle pour la 2e fois, en fait, ce qu'il se passe, eh bien, rien. Une inconscience totale. Et quand il ou elle revient à lui, en fait, ou à elle, eh bien, il a encore le sifflet devant la bouche. Et le rituel est terminé. Donc, ce sont les participants au rituel qui lui racontent ce qu'il se passe, en fait. Après, quand on interroge un chaman expérimenté, on a un discours
totalement différent. Lui ou eux me racontent que donc, il siffle, il a le temps de poser le sifflet sur la table, et puis il sent que son esprit personnel, en fait, donc l'un de ses esprits personnels, qu'on appelle animu, donc de l'espagnol, hein, eh bien, s'échappe de son corps pour laisser la place au double immatériel de la terre et des montagnes qui prennent possession de son corps et de sa parole et de ses cordes vocales, en quelque sorte, pour soulever le corps dans la salle cérémonielle, le faire voler, en quelque sorte, si vous voulez, et le poser sur la table, le faire marcher sur la table, en fait, et le faire discourir, interagir oralement avec les participants au rituel, en fait. Et pendant ce temps-là, me racontait-il, en fait, eh bien, eux voyagent. Ils voyagent en esprit, en fait, par monts et par vaux. Ils vont rencontrer des personnes qu'ils connaissent, des âmes décédées. Ils vont rencontrer d'autres montagnes, d'autres Pachamama, en fait. Et puis, ils s'approchent du rituel. Ils s'approchent de la salle du rituel. En fait, ils entendent les personnes parler avec un interlocuteur. Et puis, à la fin du rituel, ils réintègrent leur corps qui est assis sur le tabouret, qui n'est plus sur la table, en fait. Donc, voilà 3 discours très différents, en fait, pour expliquer ce qu'il se passe. Donc, on passe vraiment de la tentative pour entrer en transe, pour manifester quelque chose, pour manifester une altérité, en fait, à l'inconscience des premières fois, quand c'est trop fort, en fait, et que le corps, que le cerveau, que la personne, en fait, c'est difficile de savoir ce qu'il se passe réellement, eh bien, s'échappe, en fait, et ne veut pas voir ce qu'il se passe, au chaman expérimenté, en fait, qui contrôle, en fait, totalement ce qu'il se passe, en fait, pendant l'expérience. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans les discours, en fait, c'est que le chaman ne doit pas savoir ce qui se passe au cours du rituel, en fait. Donc, on peut penser que l'inconscience mise en avant par le novice, par le jeune chaman, en fait, est une tentative pour expliquer, pour s'ajuster au discours demandé, et le propos du chaman est une autre tentative pour s'ajuster également à ce discours, mais d'une autre manière, en fait, pour montrer également sa maîtrise de la transe, en fait. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui. Et je voulais aussi te demander, à la fin de ces livres, qui t'a donné quand même du travail, parce qu'il fallait t'ajuster à différentes techniques, à différentes approches, qu'est-ce que tu en retires en tant que conclusion sur le chamanisme? Une conclusion je dirais que je n'ai pas de conclusion, en fait, parce que j'en apprends à chaque voyage, en fait, à chaque voyage en Amérique du Sud, mais aussi à chaque voyage que j'ai pu réaliser ailleurs. C'est-à-dire que j'ai beaucoup bourlingué, étant plus jeune, mais aujourd'hui encore, en Asie du Sud-Est, en fait, j'ai eu la chance d'assister à quelques rituels, chamaniques ou non chamaniques, en fait, et c'est quelque chose toujours de totalement différent, de totalement surprenant pour moi qui suis ethnologue, en fait. Donc, j'en apprends toujours, en fait, et ça me permet à chaque fois, en fait, d'ajuster ma pensée, en fait, ou d'ajuster mon propos, en fait. Ton dernier ajustement? Mon dernier ajustement, en fait, je sais pas, en fait, c'est par rapport peut-être à mes... ça fait très longtemps que j'ai pas voyagé en Amérique du Sud à cause de la pandémie, en fait. Ça fait 2 ans que j'ai pas accès, en fait. Mais mon dernier ajustement, en fait, c'est par rapport au carnaval tel qu'il se déroule dans les Andes, en fait. De quelle manière, en fait, les populations paysannes andines, en fait, convoquent l'oiseau, en fait, de la même manière que les sociétés préhispaniques, en fait, convoquaient l'oiseau, en fait, dans le rituel. Et j'en veux pour preuve, en fait, des peintures rupestres, des peintures sur céramique, en fait, de l'époque Mochica, en fait, donc entre 600 et 1000 après Jésus-Christ, enfin, après à notre époque, en fait, de notre ère, en fait. Et sur ces peintures-là, ce que l'on voit, en fait, c'est qu'au moment du rituel, en fait, ce sont des oiseaux, en fait, qui se manifestent, en fait, et donc qui descendent des montagnes, en fait, pour interagir et provoquer la transformation donc du praticien. Est-ce qu'on peut l'appeler chaman? Je ne sais pas, en fait, mais la transformation de la personne en ancêtre. Donc reconnaissable, en fait, à différents attributs, en fait, sur la céramique, en fait, donc des crocs, des cheveux et des ceintures qui se terminent en serpent, en fait. Donc on a affaire à un ancêtre, en fait.
qui agit. Donc, on a quelque chose de très proche en fait des rituels andins actuels. Mais dans les rituels du carnaval andin en fait actuel en fait dans la communauté de Chalwaitiri où je travaille en fait, eh bien les jeunes gens en fait non mariés en fait se transforment en oiseaux en fait pour capter la vitalité en fait la vitalité des montagnes et la redistribuer en fait au sein de la communauté paysanne en fait au sein du village. De la même manière en fait que les rituels que l'on peut voir sur ces poteries mochika ou autres, en fait, sont expliqués par les historiens, par les archéologues, en termes de captation en fait, de la vitalité des montagnes dans des territoires marqués par l'aridité, en fait, marqués par la sécheresse. Donc quelque chose d'assez étonnant, une comparaison assez intéressante, mais qui demande à être approfondie, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Bon. D'autres questions? Oui. Je peux poser une question? Oui. On a le temps? Oui, allez-y, Brigitte. Oui. Bon, votre exposé est extrêmement intéressant. Vous avez abordé des questions. Alors d'abord, disons l'exposé plutôt diachronique sur comment dire, l'expérience chamanique vue par la négative à partir des expériences missionnaires. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant dans votre démontage. Le démontage que vous faites justement du chamanisme comme étant une expérience qu'on pourrait comparer, enfin qui serait essentialisée, voilà. Bon. Mais je pense quand même qu'en même temps, vous n'allez pas assez loin dans le démontage. Et c'est une question qui rebondit un peu sur celle que vous a posée Madame de Sick en disant qu'il faudrait expérimenter, comme les chamans, la prise par exemple de substances psychotropes pour comprendre ce que c'est que l'expérience chamanique. Là, je crois qu'il faut vraiment réfléchir sur le rapport que nous faisons, nous, je dis nous, entre guillemets, dans nos catégories occidentales, manière de voir le monde de la nature, quelles que soient les expériences qu'on a pu faire de prise de substances psychotropes. Hein. Parce que tout le monde a essayé dans les années 70 de prendre du LSD, etc., a eu des visions, voilà. Bon, donc, je crois qu'il faut réfléchir vraiment à quelque chose que les chercheurs sur le chamanisme font très rarement, c'est en quoi l'expérience chamanique est une expérience, moi je dirais vraiment, du particularisme lié au maintien des formes d'une société particulière à laquelle le chaman appartient. Moi, ce qui m'a frappé, j'ai beaucoup fréquenté des chamans au Népal. Alors, la première chose, c'est que les chamans népalais ne prennent pas de substances psychotropes. Ça, c'est une constatation qui a été faite par tous les collègues qui ont travaillé, et puis, enfin, de près. Donc, la transe ne provient pas du tout d'une prise de substance. Voilà. Il n'y a pas d'association entre les deux. Et en revanche, il y a une production d'une transe qui est induite par alors des lieux variés du monde dans lequel se meut le chaman. Ça vient du sol. Enfin bon, le chaman se met à trembler, etc. Et ensuite, moi je dirais, il y a aussi un phénomène intéressant dont on ne parle pas souvent, c'est que l'expérience chamanique est une expérience collective. C'est pas du tout une expérience individuelle. On dit toujours le chaman. Moi, ça m'a toujours frappé à quel point c'était faux. Les chamans existent comme un collectif, c'est-à-dire ils s'initient mutuellement. Les chamans reconnaissent une expérience chamanique chez des jeunes apprentis et pas n'importe lesquels, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble d'indices, de reconnaissance sur qui peut ou non devenir chaman. Donc, imaginez que les Occidentaux peuvent devenir chamans comme ça, à mon avis, c'est complètement, c'est absurde. Enfin, ça va contre l'expérience même, je dirais, de cette pratique. Voilà. Tout à fait d'accord. Voilà. Donc, il y a une expérience de collégialité chez les chamans qui suppose aussi que lorsqu'on étudie le chamanisme, on s'intéresse aussi à l'existence à côté d'autres formes spécifiques, soit de traitement des âmes, soit de communication avec les autres mondes, etc. Donc, je ne crois pas du tout, moi, que les chamans soient vraiment des spécialistes de l'altérité ou de devenir autre, parce que, par exemple, si on prend l'exemple du chamanisme au Népal, dans les mondes himalayens, on va dire, il y a des prêtres bouddhistes. Moi, j'ai beaucoup étudié le chamanisme dans une société bouddhiste. Bon, il y a des lamas. Les lamas ont aussi recours à des formules
des formules magiques, ils les prononcent, ils se concentrent, ils sont capables de transmuer aussi des forces dans le corps, en particulier après le décès. Donc la pratique du POA, de l'extraction des principes conscients hors du corps, ça, ce sont les lamas qui le font. Mais donc, je veux dire que eux aussi ont toute une pratique de communication avec les autres mondes qui ne passe pas du tout par les mêmes, je dirais, techniques du corps, pour reprendre la terminologie de Marcel Mauss, qui était extrêmement efficace et intéressante, les mêmes techniques du corps que les chamans. Donc, si on ne décrit pas le phénomène chamanique en même temps que d'autres sortes de pratiques dans les sociétés, on va dire des sociétés, on va globalement les appeler des sociétés autochtones. Hein. Bon, on peut réfléchir aussi à la définition, mais dans ce cas-là, je pense qu'on passe à côté vraiment on passe vraiment à côté de la description de l'expérience de n'importe quelle société, l'expérience de communication avec les autres mondes dans une société quelconque. Moi, j'ai toujours été frappée à quel point les chamans népalais, chez les Tamang, société chez qui j'ai vécu longtemps, que je continue d'ailleurs à fréquenter, à quel point ils étaient d'une certaine manière des conservateurs. C'est-à-dire c'était des gens qui passaient leur temps à dire aux villageois, n'allez pas là, parce que là, vous allez aller sur le terrain de mon ennemi, parce que les chamans sont des gens qui ont des ennemis. Ils ont des ennemis dans l'autre monde, ils ont des ennemis autour d'eux. Ils passent leur temps à entrer en conflit les uns avec les autres. Une grande partie de leur apprentissage, de leur technique, et vous l'avez dit ça, consiste en fait à s'approprier des pouvoirs pour lutter contre les autres groupes. Donc ce sont des gens qui gardent le territoire sur lequel ils habitent, et pour le garder, ils gardent aussi la santé des gens qui y vivent. C'est pour ça qu'ils sont aussi des praticiens de la santé. Ils veulent maintenir dans un bon état de vie les gens qui sont avec eux. Voilà. Bon. Mais ça, c'est des pratiques qui sont propres aussi, je dirais, c'est des pratiques de sorcellerie qui existent aussi dans nos pays, dans nos montagnes. Hein, je veux dire, on pourrait comparer aussi tout à fait les leveurs de sorts dans le bocage normand qu'a étudié Jeanne Fabré-Saada. On peut étudier, voilà, on peut étudier aussi les pouvoirs des magnétiques, de guérisseurs, etc. Donc il y a, si vous voulez, il faut entrer à chaque fois. Moi, je crois qu'il faut entrer vraiment dans l'étude des particularités. Et je commence à douter très fort de la capacité des Occidentaux, avec leurs catégories analytiques, qui essayent toujours de faire une différence entre l'expérience, la perception, la sensibilité. Si on demande au chaman de parler de son expérience, moi j'ai essayé ça 36 fois, j'ai accompagné des chamans dans les séances d'initiation, où on restait 3 jours et 3 nuits pendant que les chamans s'isolaient au bord de la rivière, appelaient les démons, battaient le tambour, etc. Bon. Et comme il n'y a pas d'absorption de plantes psychotropiques, moi je campais à côté comme ça, nuit et jour. Eux, ils buvaient pas mal de boissons fermentées. Ils buvaient du chang et ils jeûnaient. Bon, donc déjà, ça vous met dans un état assez différent. Hein. C'est pas besoin de prendre de la psilocybine ou voilà. Mais lorsque je communiquais avec eux, enfin moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de savoir comment eux percevaient ma non-connaissance de leur pratique, plutôt que de toujours essayer de décrire ce que les chamans sont supposés voir ou vous faire voir. Voilà. Je trouve qu'il est beaucoup plus difficile d'essayer de restituer ce qui est les vraies exigences d'une intercommunication avec des gens qui sont très très différents de vous, qui n'ont pas eu ni la même éducation, ni la même formation. C'est un exercice beaucoup plus intéressant que d'essayer d'une certaine manière de passer son temps à vouloir, comme on le fait toujours dans les études ethnologiques, ou de vouloir essayer de fabriquer des nouvelles catégories pour dire que, je veux dire, il y a des modes de perception différents. Et ça c'est un des points intéressants de la théorie de Descola, c'est d'avoir mis le doigt sur le fait que il n'y avait pas un mode de perception du monde. Voilà. Alors, est-ce que ma question, s'il y en a une, c'est est-ce que vous avez communiqué, est-ce que vous avez posé des questions à vos chamans? Que vous ont-ils répondu par rapport à leur ressentiment par rapport à vous? Pourquoi vous vouliez connaître ce qu'ils font? Pourquoi vous vous intéressez à eux?
qu'est-ce que vous voulez apprendre d'eux et pourquoi est-ce que vous voulez éventuellement devenir chaman ou pas? Est-ce que vous avez eu cette interaction avec les chamans? Bien sûr, mais comme avec toutes les autres personnes de la communauté, en fait, je ne travaille. Quand je m'installe dans une famille, en fait, je participe à l'ensemble des activités, en fait, quelles qu'elles soient, en fait. C'est-à-dire que je peux très bien aller planter le manioc ou aller le récolter, que je peux partir à la chasse, que je peux aller pêcher, en fait, que je peux faire différentes choses, en fait, avec eux, participer aux beuveries presque quotidiennes, en fait, le soir. Donc, il y a vraiment de très nombreuses choses, en fait, qui peuvent être réalisées. Et bien sûr, on m'a toujours interrogé sur mes motivations, en fait. Qu'est-ce que je faisais là, en fait, évidemment. Pas seulement le chaman, en fait. Et par contre, on ne m'a jamais proposé de devenir chaman. On m'a jamais proposé d'être initié, en fait. Donc, peut-être que ça ne transparaissait pas dans ma démarche, en fait, comme d'autres peuvent le porter, en fait. Donc voilà, mais je peux pas. Ce serait difficile de vous répondre dans quelques minutes, en fait, par rapport aux questions que j'ai pu poser. J'ai des cahiers entiers, donc il faudrait que je retrouve précisément, en fait, ce type de questions et les réponses que j'ai pu recevoir, en fait, à ces questions-là, en fait. Je ne sais pas. Mais je partage pleinement votre propos, en fait. On peut, dans ces sociétés-là, il n'y a pas un seul type de praticien, il y en a plusieurs. Et la frontière entre ceux-ci est souvent très floue, en fait. Donc, je pense que cette idée de chamanisme, en fait, au singulier, en fait, permet d'interagir avec nos contemporains, c'est-à-dire avec les membres de nos sociétés, en fait. Essayer de faire œuvre de traduction, en fait, de ce qu'on a pu éprouver, en fait, sur le terrain, en fait. Et donc, la catégorisation, en fait, même si elle est propre à l'ethnologie, est nécessaire, en fait, dans nos sociétés, en fait, qui fonctionnent de cette manière-là, par boîte. Donc, voilà, quoi. Alors, après, il y avait deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir par rapport que dans différentes religions, il y a des praticiens, un lama par exemple, qui peut interagir en fait avec l'invisible. En fait, je l'ai vu également en Birmanie. Effectivement, oui, c'est le lama qui prend en charge les pathologies liées aux ancêtres. En fait, c'est lui qui convoque en fait les ancêtres perturbés ou les ancêtres j'ai le bon l'espagnol qui vient, je suis désolé, mais les ancêtres courroucés, en fait. Donc, c'est le bonze, en fait, qui prend en charge ces maladies-là. Mais il y a toujours dans ce type de propos, il faut toujours se demander, est-ce qu'il n'y a pas, à l'origine des pratiques bouddhiques, est-ce qu'il n'y a pas des pratiques chamaniques, en fait? Est-ce que le bouddhisme initial n'a pas emprunté quelque chose des pratiques chamaniques, des territoires sur lesquels il s'est implanté, en fait? Oui, donc, et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez commun à travers le monde, en fait. Et par rapport aux Occidentaux, en fait, alors, je ne vais pas porter de jugement, mais vous évoquez la notion de collégialité, en fait. Eh bien, si on se penche un peu de manière anthropologique ou ethnologique sur cette fameuse communauté internationale autour du chamanisme, en fait, on peut très bien parler de collégialité, en fait. Les chamans occidentaux se forment les uns auprès des autres, se forment auprès de chamans autochtones ou non autochtones à travers le monde, en fait. Il se construit un savoir chamanique, en fait, occidental. Si vous prenez la littérature sur le sujet, vous retrouvez les mêmes choses, les mêmes concepts, en fait, petit à petit, il y a quelque chose qui se construit, en fait. Alors, je dis pas que je mettrai pas un jugement de valeur sur ça, en fait. Je ne comparais pas non plus par rapport à un chamanisme autochtone tel qu'il était, en fait, parce que les chamanismes autochtones également sont en perpétuel changement, en fait. Et pour cela, l'Amazonie est un bon terrain, en fait. C'est-à-dire que bien avant l'arrivée des colons espagnols ou français ou autres, en fait, et les chamans étaient des grands voyageurs, en fait. Ils ont partagé leurs connaissances. Vous évoquez cette histoire d'être initié par différents chamans de différentes cultures. Là, si je prends le cas du chaman Aguarun, c'est la même chose, en fait. Dans son arsenal chamanique, ces fameux dards, en fait, eh bien, il ira en chercher auprès d'un Aguarun, auprès d'un Wampis qui parle une langue jibaro comme lui, auprès d'un Kokama, auprès d'un Yagua, auprès d'un Shipibo, en fait. Et plus il voyagera, en fait, plus il sera en mesure, comme vous l'avez dit, en fait,
de répondre aux malheurs envoyés en fait par des chamans étrangers ou des chamans agressifs, des chamans ennemis en fait en quelque sorte. Pas en quelque sorte, mais des chamans ennemis. Donc c'est bien ça en fait. Donc effectivement, oui, on retrouve des choses très similaires en Amazonie par rapport à ce que vous avez dit. Mais est-ce que c'est quelque chose de très différent dans le monde chamanique occidental? Je ne suis pas certain en fait. À mon sens, on est très très proche. Est-ce que cette collégialité n'a pas quelque chose à voir avec ce qu'on appelle l'inconscient collectif, c'est-à-dire une façon non dite de se sentir membre d'un groupe de gens qui pensent à peu près pareil, parce qu'ils ont les mêmes histoires, ils ont beaucoup vécu ensemble. C'est une imprégnation qui tourne peut-être au niveau d'une analyse psychanalytique qu'il faut voir. Je pensais tout à l'heure à ce que j'ai dit sur, d'ailleurs, Madame Sambrin, Mademoiselle Sambrin, je ne sais plus, elle a eu une approche au début qui était finalement digne du neurologue, et la deuxième approche, c'est plutôt digne justement du psychanalyste, c'est-à-dire aider la personne à découvrir son être et à progresser. C'était la deuxième description que vous avez donnée. Et donc, je pense qu'il y a finalement cette interprétation plus riche et plus intéressante d'essayer de réfléchir en lien toujours avec psychanalyse à ce qui est cette collégialité collective, peut-être liée à l'inconscient, liée à une culture qui s'est construite, accumulée, dont on a oublié quelquefois les racines, mais qui quand même a frappé l'intérieur de l'esprit. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de cette approche un peu psy. Je ne suis pas contre, hein. J'aime beaucoup la psychopathologie, en fait. J'ai été formé aussi à ces pratiques-là, en fait. Donc, c'est toujours très intéressant, en fait, d'aborder le chamanisme de ce point de vue-là, en fait. Mais il ne faudrait pas s'en contenter, en fait, car ça reste, au bout d'un moment, très réducteur, en fait. C'est-à-dire que ramener les esprits à de l'inconscient, en fait, ou à des interdits, à des non-dits inconscients, en fait, ou à des pulsions, ou à des énergies qui structurent notre inconscient, en fait, ce serait très réducteur, en fait. Ah oui. Attention, parce que la psychanalyse a évolué depuis Freud, donc on ne parle plus seulement de pulsions et de choses négatives. Maintenant, on voit aussi des choses constructives dedans. Hein. Oui, bien sûr, oui. Alors, je crois que il y a une main dans la vitrette, monsieur Didier Boussari, qui veut peut-être nous poser une question, non? Oui, merci. Plusieurs petites questions. Tout d'abord, est-ce que Philippe Descola a séjourné et étudié les Aguarunes à l'occasion à l'époque où il avait été missionné par Claude Lévi-Strauss, lorsqu'il était en Équateur? Deuxième question, est-ce que certains animaux, aussi bien de la faune sauvage que des animaux domestiques, ont une place particulière dans les rituels chamaniques chez les Aguarunes et d'une façon plus générale dans leur croyances? Et puis troisième question, qui n'a rien à voir avec le chamanisme, les Aguarunes ont eu, je crois, des relations quand même très conflictuelles jusqu'à une époque récente, en particulier avec les sociétés minières et gazières. Bon, non, ça vient pas de chez moi, ça. Donc, il y a eu des relations conflictuelles avec les sociétés minières et gazières, notamment dans les années 2010. Il y a même eu de véritables massacres, comme à Bagua. Est-ce qu'il y a toujours, à l'heure actuelle, ce type de relations conflictuelles? Alors, oui, donc Philippe Descola et son épouse, en fait, Anne-Christine Taylor, en fait, ont travaillé chez les Achuar, qui parlent une langue jibaro comme les Aguarunes, en fait, et qui sont situés à la frontière entre le Pérou et l'Équateur, donc au nord, en fait, du territoire Aguarun. Donc, des ethnologues qui ont travaillé chez les Aguarunes avant moi, donc c'est Braun, c'est Gualard, en fait, pour les plus anciens, en fait, et aujourd'hui, il y a des jeunes, en fait, qui y travaillent, en fait. Oui, tout à fait, oui. Alors, par rapport aux animaux, dans le chamanisme aguarun, en fait, alors il y a des animaux, mais ils n'ont pas une place forcément importante, en fait. C'est-à-dire que le chaman, quand il convoque ses esprits auxiliaires, il peut aussi bien convoquer Tzunki, qui est un être mythologique qui vit sur la surface de l'eau, par exemple, que le caïman, que le boa, que le jaguar, que certains rapaces, en fait. Mais il peut également convoquer d'autres objets, d'autres artefacts, en fait, comme le miroir, comme le couteau, en fait. Chaque
chaque esprit auxiliaire aura son rôle à jouer dans le rituel, dans le rituel thérapeutique. Donc, on est dans un chamanisme très différent en fait de ce qu'on peut trouver ailleurs, par exemple chez les Dessana ou de langue Tucano en fait, donc en Colombie, chez lesquels en fait la transformation en jaguar du chaman est un préalable à toute réussite en fait de la cure. C'est une manière en fait aussi de se confronter à ses ennemis, pour revenir à ce que Brigitte a dit tout à l'heure. Et par rapport donc au conflit, alors les Aguaruns, oui, sont en conflit avec de nombreux prolongements en fait de nos sociétés capitalistes en fait. Donc ce sont des entreprises minières ou des entreprises entreprises informelles d'extraction de l'or en fait sur les rivières en fait, avec des entreprises d'extraction du bois également, avec toutes sortes de manière très générale en fait avec la société nationale péruvienne en fait. Et le conflit auquel vous faites référence, donc Bagua, en fait, en 2009, pour être précis, en fait, les Aguaruns se sont largement révoltés, ont bloqué une route, en fait, qui reliait Tarapoto en Amazonie péruvienne à Chiclayo, puis plus loin à Lima, en fait, donc une route qui permettait à l'État péruvien de faire sortir d'Amazonie, en fait, toutes sortes de richesses, en fait, qu'il extrayait, en fait, pour les mettre sur le marché péruvien, puis les marchés internationaux, en fait. Et l'État péruvien de l'époque, sous Alberto Fujimori, en fait, a fait intervenir l'armée, en fait, pour disperser les manifestants Aguaruns qui étaient armés de lances, en fait. Et il n'y a pas eu, comment vous dire ça, il y a eu 30 morts environ officiellement, hein, peut-être plus officieusement, mais 30 morts officiels. Et parmi ces 30 morts, il y a eu 5 morts Aguaruns et 25 morts, ou peut-être 26, parmi les forces de l'ordre, en fait, tout simplement parce que dans les rangs Aguaruns, en fait, il y avait de très nombreux militaires, d'anciens militaires, en fait, qui ont récupéré les armes à feu des soldats, en fait, qui les ont retournés contre eux, en fait, tout simplement, et qui donc ont tué beaucoup de soldats. Et donc, bon, il y a eu des procès qui sont suivis, mais effectivement, la société Aguarun est en conflit avec de nombreuses instances étatiques ou non étatiques en fait sur leur territoire en fait. Il faut dire que la présence coloniale, la présence des colons, comme ils les appellent eux-mêmes en fait, est très forte en fait aujourd'hui. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci. Je sais, je ne vois plus Yvonne maintenant dans les vignettes. Voilà, où est-elle? Elle est là. Voilà. Et Yvonne, je crois que bon, il est 19h45, je crois qu'il est temps de terminer cette séance qui a été tout à fait passionnante. Vous voulez conclure peut-être, puisque c'est vous qui deviez conclure. Vous savez, ce n'est pas facile de conclure sur une affaire dans laquelle il n'y a pas une seule conclusion. Absolument. Voilà. Et disons, moi, du côté, voyant toute l'histoire à travers l'Europe, parce que je suis européenne d'une part, parce que je travaille sur l'Europe après, eh ben, je serais amenée à penser un peu différemment. Par exemple, pour dire que les premières observations sur les chamans ont été faites en Europe. Et c'est par des Norvégiens, par des marchands norvégiens qui étaient un pays sami, donc au nord. Je dirais aussi que le premier manuel d'ethnologie, chamanique, a été écrit par un chef russe, un français, un Alsacien qui se trouvait sur la cour de Suède, et c'est d'une certaine façon, l'ouvrage s'appelait Laponia, et c'était comment dirais-je, une sorte qui a connu une très grande diffusion à travers l'Europe, et par la suite, toutes les différents chercheurs allemands sur la Sibérie se sont basés sur la classification de chefs russes sur la Laponia. Et d'autre part, je dois dire quand même que l'Occident, d'une part à travers l'Église, qui a collaboré largement à la colonisation de l'Amérique, et d'autre part à travers le siècle des Lumières, a descendu quand même très bas toute réputation concernant les chamans. Heureusement qu'il y a eu le romantisme allemand avec Goethe et les autres qui ont révalorisé le peuple autochtone, les cultures populaires en général, et que c'est finalement comme ça qu'on a préservé certaines choses, surtout avec l'aide assez neutre en fait des médecins
qui se sont penchés sur le travail fait par les chamans. Bon, de nos jours, c'est évident qu'en faisant une approche très rationnelle, comme c'est l'habitude en Occident, de ces phénomènes qui est quand même par excellence irrationnel, on n'arrive pas à d'excellentes conclusions. Néanmoins, les nouvelles générations ont beaucoup plus d'ouverture dans le monde, ils laissent un peu à côté leur rationalisme. J'espère que c'est par ces moyens-là qu'on arrivera à mieux comprendre ce que font les chamans et accepter que le chamanisme peut être aussi renouvelé et revenir en Europe occidentale du fait qu'il a toujours été présent, qu'il n'a jamais complètement abandonné ces terres-là. Et je vous remercie. J'espère que, en plus, avec l'exposition de Cannes en 2023, on pourra donner une réponse pertinente à ce questionnement. Et à Christophe maintenant d'agir dans ce sens. Bon, je remercie à Sébastien qui s'est donné beaucoup de peine à nous expliquer, à nous un peu quand même, comment dirais-je, nouveaux arrivés dans le chamanisme des régions qu'il connaît très bien. Et je le remercie surtout de l'effort qu'il a fait pour faire un ouvrage qui peut éclairer quand même beaucoup de lecteurs sur ce qu'est le chamanisme actuel, sans passion et sans polémique. Merci, Yvonne. Merci à tous. Merci à tous. Et puis, très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup.